de fiabiliser le DPE pour le tertiaire privé, d'autant plus que de plus en plus d'acteurs s'appuient dessus. Donc si on ne veut pas rater le momentum, il y a vraiment une urgence à ce que le ministère, sans attendre le fin du parcours réglementaire du décret tertiaire, ancre ça en 2024. C'est ce qu'ils nous ont dit, mais connaissant les retards que les réglementations peuvent avoir, on va faire en sorte que ceci s'inscrive dans leur planning. Voilà pour ma petite intro, pour la mise en perspective de ce baromètre. Et donc je vais laisser la parole à Sabine, directrice adjointe de l'OID, et aussi, il ne faudrait pas, j'oublie, adresser un gros remerciement à toute notre équipe interne, Roméo, Victor, Sabine, qui ont produit l'ensemble de ces analyses. Merci. Merci Loïs et bonjour à toutes et tous. Alors justement, je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet, étant donné que nous allons vraiment avoir un timing contraint ce matin pour vous présenter juste quelques éléments clés. Donc vous le voyez, en fait, notre baromètre, il couvre en réalité les bureaux, les centres commerciaux, les logements, également les hôtels et les actifs de santé. On ne va pas pouvoir parler de tout ce matin parce que, voilà, tout simplement, la conférence est assez timée. Mais néanmoins, les documents sont en ligne et ce sont des choses que vous pourrez retrouver dans les publications de ce matin. Donc je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous annuel finalement où on regarde comment se comportent dans la réalité nos bâtiments. Alors, dans ce que je viens de dire, donc avant toute chose, je vais vous parler du processus du baromètre rapidement. C'est en réalité quelque chose d'assez cyclique finalement à l'OID. C'est un travail en perpétuel mouvement qui, une fois que nous avons présenté ces résultats 2023, on boucle ça avec un rapport de benchmark individuel adressé à chacun des contributeurs. Une fois que les rapports de benchmark sont bouclés, transmis aux contributeurs, on travaille déjà à la collecte de l'année suivante. Donc si vous voulez, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais et dont la conférence et les présentations ne sont qu'un des rendez-vous annuels finalement récurrents. Évidemment, au fil des années, un énorme travail a été fait, et cette année en particulier, sur la fiabilisation des données, notamment par l'automatisation d'un certain nombre de process, et on a gagné en rapidité d'exécution et en fiabilisation et en aller-retour avec les contributeurs. J'insiste sur le fait ici qu'il s'agit de contributions volontaires. Ça veut dire que les 39 structures qui ont fait l'effort de nous transmettre leurs données n'ont pas appuyé sur un bouton magique, comme parfois certains essaient de le vendre à leurs clients. Il n'y a pas encore de bouton magique pour arriver à un reporting de consommation énergétique qui soit réaliste, compris, cohérent, vérifié. Donc ça nécessite un travail de fond de la part de nos contributeurs, que je remercie ici, des allers-retours avec l'équipe permanente de l'OID qui travaille sur ce sujet, que je remercie également. Et voilà, et c'est un vrai investissement en temps de leur part. Alors, je ne vais pas revenir sur les chiffres clés parce que Loïs les a mentionnés, mais ça permet d'avoir quand même les ordres de grandeur. On a une couverture qui est particulièrement forte en Île-de-France pour les bureaux. Mais néanmoins, il y a un point méthodologique que je veux quand même vous livrer ici. C'est important pour pouvoir vraiment vous expliciter les chiffres derrière. Nous travaillons sur des données de consommation réelle. Donc ça veut dire que l'ensemble des périmètres est compris et c'est vraiment de la consommation qui correspond aux factures, si vous voulez. Donc ça nous permet d'avoir une vision au-delà des discours, des intentions, des stratégies, des plans. Nous avons une vision finalement de ce qui se passe dans le réel. Donc ça, c'est aussi intéressant de pouvoir chaque année se donner ce moment où on regarde la réalité. Deuxièmement, nous travaillons en triennal, c'est-à-dire que nous prenons chaque année, en année glissante, les 3 années précédentes. Cette année, les chiffres 2023 recouvrent donc les années 2020, 2021, 2022, alors que l'an dernier, nous vous présentions 2019, 2020, 2021. Ça veut dire qu'on compare en réalité une année pré-crise plus 2 années de crise sanitaire, si je schématise évidemment, avec la crise sanitaire et une première année de normalisation post-crise qui est l'année 2022. Alors, voilà, donc ceci correspond au premier chiffre. Les indicateurs principaux en consommation énergétique. Donc, vous le voyez ici, on a 3 tendances qui se dégagent. On a 2 typologies d'actifs
qui expérimentent une diminution de leur consommation énergétique, ce sont les bureaux et les logements. On a deux catégories d'actifs que sont les hôtels et les centres commerciaux qui, à l'inverse, voient une progression de leur consommation énergétique, et je vais expliquer dans une seconde pourquoi. Et puis, on a une catégorie d'actifs, les bâtiments de santé, qui, eux, ont une consommation, on va dire, stabilisée légèrement à la baisse, mais on va dire dans des proportions relativement stables. Alors, un mot là-dessus, je vais revenir sur les centres commerciaux un peu plus loin, mais comme je ne vais pas reparler des hôtels, je voulais insister ici sur le cas des hôtels, pour simplement préciser qu'en 2022, les experts de l'activité hôtelière ont observé une reprise de l'activité dans une vitesse et un rythme qui était vraiment beaucoup plus important qu'anticipé. C'est-à-dire que les taux d'occupation ont pris plus de 20 points sur l'année, et ça a été observé sur absolument tous les secteurs d'hôtels, à savoir l'activité de tourisme, tout comme l'activité d'affaires. Donc finalement, la hausse qui est très significative, hein, mais de cette consommation énergétique, elle correspond finalement à la reprise d'un rythme de croisière de cette activité spécifique, qui est logique finalement, puisque les chiffres que nous avions présentés l'année dernière étaient fortement teintés de la période Covid, qui a été évidemment très impactante pour cette activité spécifique. Voilà. Et pour les centres commerciaux, c'est un petit peu le même cas de figure. Je vais y revenir en vous donnant quelques chiffres un peu plus tard. Sur les autres indicateurs principaux que nous présentons dans ce baromètre, donc nous avons évidemment les émissions de gaz à effet de serre, un indicateur carbone, ainsi que des indicateurs sur la consommation d'eau dans les bâtiments et la consommation de déchets. Alors cette année, il y a un certain nombre de nouveautés, notamment sur l'eau et les déchets, puisque nous les sortons pour la première fois pour l'eau, pour le résidentiel, les hôtels et les centres commerciaux. Quant aux déchets, nous avons sorti et calculé cette année pour la première fois un indicateur pour les centres commerciaux. Alors un point sur les déchets évidemment, parce que là vous voyez que le rapport entre la production de déchets des bureaux et la production de déchets des centres commerciaux, on est sur un rapport de 1 à 11 à peu près, ça paraît énorme. Toutefois, encore une fois, si on garde à l'esprit que l'activité même des centres commerciaux requiert un flux de marchandises entrant et donc un certain nombre d'emballages et de cartons, etc. quotidiens, on comprend tout à fait qu'on puisse avoir ce type d'ordre de grandeur. Maintenant, ce qui sera intéressant à observer sur l'ensemble des nouveaux indicateurs qui sont calculés cette année, c'est justement leur révolution d'année en année à partir de l'année prochaine. Voilà. Sur l'évolution carbone, un petit mot quand même, pour expliquer que ici on s'attache aux émissions qui sont liées à l'exploitation énergétique, donc aux consommations, et donc on a une dynamique qui est tout à fait conforme à celle qu'on observe en termes de consommation énergétique, et c'est tout à fait logique. Alors maintenant, si je viens un petit peu plus en détail sur le cas des bureaux, que peut-on dire des bureaux? Donc effectivement, on l'a mentionné, il y a une diminution de la consommation par rapport à l'année dernière sur les bureaux. Mais nous, on fait un calcul qu'on présente maintenant depuis quelques années qui reprend l'évolution sur plus d'une décennie maintenant de ces consommations énergétiques. Alors on fait un petit retraitement pour créer une courbe à climat normal. Qu'est-ce qui se passerait si chaque année on avait une météo qui était rigoureusement identique à la norme? Ça permet déjà d'observer, alors ici, pardon, je ne vous ai pas mentionné ça, en méthodologie ici, chaque point c'est vraiment l'année uniquement et pas le triennal. Donc quand on fait cet exercice, on se rend compte qu'il y a une baisse régulière des consommations énergétiques. Donc là, on a quand même une raison de nous réjouir. Toutefois, il y a vraiment un point à vraiment mesurer avec force, qui est que cette baisse régulière, elle est vraiment soutenue, aidée, renforcée par des années qui sont plus clémentes que la moyenne et de façon beaucoup plus fréquente. Donc c'est le cas de la dernière année, hein, l'année 2022, puisque vous voyez que si on avait eu un climat normal, donc la courbe jaune, je vais essayer le pointeur. Ah voilà, excusez-moi, hein, je teste. Si vous voyez la courbe jaune, finalement on voit que la consommation aurait été en baisse également, mais selon une pente qui serait beaucoup plus douce.
Donc c'est à garder à l'esprit parce que finalement, ça nous donne aussi la mesure des efforts qu'il faut continuer à produire pour comment dire, sécuriser et renforcer ces baisses de consommation énergétique sur les bureaux. Alors évidemment, le même type de calcul sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc cette fois-ci, le chiffre à retenir, si on avait un à retenir ce matin, c'est que le rythme d'émission moyen annuel, il est à 2%. Alors là-dessus, j'ai vraiment une info à vous donner qui est que d'année en année à l'OID, on vous a souvent dit que ce rythme devait en réalité doubler pour s'établir à plus de 4% pour atteindre les objectifs de la SNBC pour 2030. Or, cette année, mon discours va être un petit peu différent parce qu'il y a eu Fit for 55 à l'échelle de l'Union européenne et une rehausse des ambitions et des objectifs à 2030 pour la France. Et de ce fait, en réalité, et puis les années passant, ce rythme ne doublant pas, finalement les efforts qui restent à faire sont plus importants. Donc cette année, ce que j'ai à vous dire, c'est qu'en réalité, ce rythme il doit non plus doubler, mais maintenant tripler, si on veut s'assurer d'atteindre l'objectif 2030. On devrait être autour de 6% chaque année en réduction des émissions de gaz à effet de serre. Un point ici aussi pour vous parler du verdissement des réseaux. Donc on parle beaucoup de la diminution de la consommation individuelle des bâtiments. On pourrait s'interroger sur la décarbonation des sources d'énergie aussi des bâtiments. Mais il y a aussi un enjeu à verdir les réseaux beaucoup plus vite que le rythme actuel. Et ça, c'est un enjeu du collectif, au-delà de ce que chaque acteur peut faire et doit faire à l'échelle de son propre bâtiment individuel. Alors pour aller un petit peu plus loin justement, pour creuser un petit peu cette question du carbone, donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau cette année, c'est la première fois qu'on fait cet exercice. On a utilisé, je pense que bon nombre d'entre vous le connaissent, cet outil CREM, qui est un outil de pilotage de la trajectoire de décarbonation des acteurs. Donc ça c'est la trajectoire CREM en orange classique, qui est utilisée par les acteurs pour savoir comment ils doivent décarboner leur patrimoine immobilier. Et puis, on a extrapolé, finalement, donc on a repris les tendances des 10 dernières années, puis on a extrapolé le comportement de la base de données OID aussi, pour voir un petit peu comment donnait cette projection, comment se comportait cette projection. Et alors, le résultat, mais qui vient un peu corroborer ce que je viens de vous dire, c'est que le parc de bureaux passe en obsolescence carbone, en réalité, avant 2030, là ici on est en 2028, dès 2028. Donc, encore une fois, ça vient confirmer qu'il y a vraiment une urgence à accélérer si on veut rester dans la courbe, c'est-à-dire conforme à cette trajectoire orange. Alors, ici, une petite info anecdotique, mais qui peut quand même marquer les esprits. On a entendu parfois des personnes, des experts dire qu'il fallait un Covid supplémentaire chaque année pour atteindre les objectifs. Ça, c'était vrai jusqu'à l'année dernière. Avec la rehausse des objectifs, on a fait ce petit exercice aussi, regardez. Là, c'est ce qui se passe si on a un Covid supplémentaire. Chaque année, vous voyez, c'est la courbe en pointillé bleu. Et là, vous voyez, le compte n'y est quand même pas. Et c'est logique, puisque c'est un petit peu ce que je vous expliquais juste avant. Les objectifs ont été encore accélérés cette année. Voilà, un petit mot sur la taxinomie européenne. Donc ce texte qui permet de définir ce qu'est un bâtiment durable à l'échelle de l'Union. Grosse ambition donc. Et donc nous, l'OID, depuis plusieurs années, nous calculons des top 15 et top 30. Donc c'est une disposition du texte qui dit que pour l'enjeu d'atténuation, si un bâtiment peut justifier d'appartenir aux 15% les meilleurs ou 30% les meilleurs de son marché, on considère qu'il a contribué. Alors, ici, on vous a fait un petit graphe pour regarder un petit peu comment se comportaient les bureaux certifiés par rapport aux autres. Est-ce qu'on en trouvait plus dans les top 15 et les top 30 que les autres? Alors ce qu'on observe ici, c'est effectivement une surreprésentation des bureaux certifiés en construction et rénovation dans le top 15 uniquement. Pour toutes les autres types de certifications, finalement, on n'a pas vu de choses marquantes, c'est-à-dire que les taux de certification sont à peu près équivalents. Voilà, donc les taux, le top 15 bureaux, il est en diminution de 5%, ça veut dire que les 15% les meilleurs ont progressé, ont fait diminuer progressivement leur consommation aussi énergétique.
Ici, c'est important de noter, j'y reviendrai un peu plus loin, que cet indicateur, il est compris en énergie primaire. Alors maintenant, je passe aux centres commerciaux. C'est assez dense, mais encore une fois, l'ensemble des informations, vous pourrez les lire tranquillement dans le baromètre. Donc sur les centres commerciaux, il y a un point qu'on voulait vous mentionner, c'est que nous, on regarde uniquement la consommation des parties communes, donc du mail, pour le dire simplement, et du coup, on a un effet un petit peu mécanique, c'est-à-dire que plus le centre commercial est grand en surface, plus on va avoir une consommation surfacique du mail marginalement faible. Donc ça explique quand même pourquoi on observe que l'indicateur est plus faible à mesure que la taille du centre commercial est plus élevée. On a regardé un certain nombre d'autres critères, que ce soit l'année de construction, la rénovation, la localisation. On n'a pas vraiment remarqué d'impact de critères qui a un impact fondamental sur les valeurs, sur les valeurs de l'indicateur centre commercial. Et puis un mot quand même sur le top 15, top 30 pour les centres commerciaux, toujours relatif à la taxinomie. Et ça, c'est un petit peu une remarque fondamentale également. On a regardé le mix énergétique des bâtiments appartenant au top 15 et top 30 pour les centres commerciaux. Et là, vous voyez, c'est même, on voit que, mince, c'est le pointeur, on voit que on n'a pas moins de bâtiments chauffés au gaz, même au contraire pour le top 15 et le top 30. Et en réalité, ça pourrait paraître contre-intuitif, puisque je vous parle d'un critère qui doit signer la contribution à un enjeu de décarbonation dans la taxinomie. Mais en réalité, il faut bien se rendre compte que le critère taxinomique, il est uniquement en consommation d'énergie primaire, et que du coup, la consommation d'énergie primaire, elle ne permet pas d'appréhender le caractère plus ou moins carboné de la source d'énergie qui est utilisée. Donc ça, c'est une des limites de l'indicateur taxinomique, et je pense que c'est important que collectivement, on l'ait aussi à l'esprit. Voilà, un dernier mot, dernier focus sur les logements, très rapidement. Donc sur les logements, on a fait le même petit exercice que pour les bureaux, à savoir regarder l'évolution des consommations énergétiques et faire cette petite correction climatique. Et évidemment, on note les mêmes choses. Donc ici, le message clé, c'est que, encore une fois, le climat fait quand même une bonne part du boulot à notre place, quoi. Il faut en avoir conscience quand on a l'impression de fournir beaucoup d'efforts dans la réduction de nos consommations. En réalité, l'effet du climat, il est quand même vraiment significatif. Voilà, alors juste une petite remarque sur les logements. Nous ne produisons pas, nous, l'OID de top 15 et top 30 pour les logements parce que le ministère de la Transition écologique avait transmis et officialisé l'année dernière une grille en donnant ces niveaux. Donc ces niveaux, pour mémoire, qui sont de 135 kWh par mètre carré pour le top 15 logement et de 175 kWh par mètre carré pour le top 30. Voilà, donc une fois que je vous ai dit ça, voilà les messages clés que j'aimerais que vous gardiez à l'esprit en repartant de cette présentation. Donc le rythme de décarbonation reste en deçà des niveaux requis pour atteindre l'objectif 2030. Et là, il faudrait tripler ce rythme. Ensuite, les bâtiments des top 15 et top 30 ne présentent pas de source d'énergie qui soit moins carbonée que la base globale. Et c'est normal, par nature même, on ne regarde que les bâtiments qui sont correctement gérés sur le plan de leur consommation énergétique. Ensuite, il y a une diminution significative de la consommation d'énergie des bureaux et des logements, en gardant à l'esprit que la météo, quand même, joue son rôle là-dedans. Et enfin, le regain d'activité économique a entraîné une augmentation de la consommation des hôtels et centres commerciaux. Et là, je me rends compte que j'ai oublié de vous dire, mais effectivement, il y a eu aussi une hausse de la fréquentation des centres commerciaux observée en 2022, de 18% si je ne m'abuse, d'après la FACT. Voilà, donc merci grandement du fond du cœur, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de bouton magique et c'est un vrai travail fourni par nos contributeurs. Et vous trouverez évidemment l'ensemble de ces informations complètes sur notre centre de ressources Taloel. Et j'invite maintenant à me rejoindre pour la partie table ronde Audrey Servadio, directrice RSE de Mercialis, et Yann Lelos, directeur régional adjoint Île-de-France, Banque des Territoires.
Alors, est-ce que le micro marche? Le micro marche, c'est merveilleux. Et votre aussi? Parfait. Alors, donc voilà, vous voyez, l'OID finalement produit depuis ces 12 années de ces indicateurs. Mais nous, ces indicateurs, l'idée c'est que ça ne reste pas un travail de l'esprit, mais vraiment que les acteurs ils puissent s'en saisir, les utiliser au quotidien, pouvoir s'appuyer dessus pour avoir aussi des benchmarks qui leur permettent de piloter leur propre stratégie. Enfin voilà, l'idée c'est que les acteurs s'en saisissent. Et donc je suis ravie de pouvoir avoir avec moi Yann Melos et Audrey Sarvadio pour pouvoir parler de ces questions et aussi de pouvoir élargir un petit peu à la question du financement parce que évidemment en sous-jacent de toutes ces actions, de tous ces défis que je vous, quelque part, on vous donne, nous l'OID, enfin en regardant les chiffres, à savoir tripler le rythme par exemple de décarbonation, ben, il y a évidemment des questions et des défis de financement derrière. Alors du coup ma première question elle s'adresse à Audrey et elle porte sur les dispositifs financiers justement que vous pouvez mobiliser pour mettre en œuvre des actions de décarbonation. Donc juste avant de répondre à ta question, un rapide mot sur qui est Mercialis pour bien situer effectivement la question. Mercialis c'est une société cotée, foncière d'immobilier commercial uniquement qui détient une cinquantaine de centres commerciaux en France métropolitaine. Donc voilà, un patrimoine uniquement dédié à l'immobilier commercial que tu as bien décrit au préalable et qui est uniquement en France. Et ben, la réponse à ta question elle est assez simple parce que effectivement pour le tertiaire privé, il y a très peu d'aides de financement, enfin d'aide à la décarbonation. Les deux principaux leviers sont les C2E, donc les certificats d'économie d'énergie, donc qui effectivement ont le mérite d'exister, mais qui ont aussi le pendant, c'est que l'outil varie chaque année. Pour ceux qui le connaissent, effectivement, il faut rentrer dans le cadre d'une fiche standardisée. Fiche qui peut évoluer d'année en année et dont la technicité, la plupart du temps, nécessite d'avoir recours à un expert pour pouvoir du coup monter le dossier et recourir à cette aide. Et le deuxième type d'aide, c'est le crédit d'impôt. Alors c'est très bien. La problématique, c'est pour des foncières cotées comme Mercialis, donc qui disposent d'un statut qui s'appelle le statut SIC, Société d'investissement immobilier cotée. En fait, on n'y est pas éligible puisqu'on ne paye pas d'impôt. Donc pour le coup, on a quand même un financement qui est somme toute une aide au financement qui est assez limitée, et ce qui aboutit plutôt à des logiques de tiers investissement sur des thématiques spécialisées. Donc c'est ce qu'on voit notamment sur le photovoltaïque, vous en avez sans doute entendu parler, puisque notamment le commerce va être concerné par une obligation. Et donc du coup, des opérateurs qui viennent vous proposer de mettre en place la centrale, de s'occuper de toute l'exploitation et de vous rémunérer pour cette prestation, de manière plus ou moins importante. Donc ça marche pour des thématiques, ça marche pour le photovoltaïque, ça marche pour les IRBE, mais la question c'est la grosse rénovation, quand il va s'agir de toucher l'enveloppe des bâtiments. Je rappelle, les centres commerciaux, la plupart des centres commerciaux ont été construits dans les années 70. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, pour le coup, la question c'est plus comment on travaille avec les banques pour que du coup ce soit inséré dans les dispositifs, qu'il y ait un alignement, puisque eux-mêmes sont concernés par différents dispositifs réglementaires et ont un intérêt aussi à accélérer cette transition, et comment on travaille ensemble pour du coup aller dans cette démarche. Et pour le coup, ça commence effectivement à émerger. On voit que les banques commencent à s'intéresser au sujet et poussent les clients pour accéder au financement sur ces thématiques. Et c'est là que c'est très intéressant. Merci Audrey. Et justement, du coup, Yann, à la Banque des Territoires, je sais que ces questions de transition des bâtiments, elles s'intègrent à des processus internes et un accompagnement finalement des questions ESG qui est en progression. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, absolument. Alors déjà peut-être rappeler, puisqu'on parle des banques et la Banque des Territoires n'en est pas complètement une au sens traditionnel du terme. Donc la Banque des Territoires, c'est la marque du groupe Caisse des Dépôts. Voilà. Juste rappeler en préambule que le plan stratégique de la Caisse des Dépôts à 5 ans, il fonctionne sur deux axes, qui est la cohésion des territoires, mais surtout l'accélération de la transition énergétique sur les territoires. Voilà, donc ça guide véritablement nos actions. Et donc la Banque des Territoires, elle travaille sur deux banques. Voilà. Globalement, il y a ce qu'on sait faire sur notre section générale, nos fonds propres. Donc d'une part, sur ces fonds propres, on travaille avec toutes les professions juridiques. Ça renvoie à l'origine de la Caisse des Dépôts. On a créé un truc qui serait toujours capable de rendre l'argent séquestré qu'il fallait à un moment pouvoir restituer. Donc la caisse a été créée pour ça. Et donc les professions juridiques manipulent des fonds de tiers. Donc on est garant de leur restitution et c'est ce qui fait
les fonds propres de notre banque. Donc, et d'ailleurs, pour les populations de notaires, on a depuis déjà plusieurs années un prêt à taux zéro pour leur permettre, alors non pas d'améliorer la performance énergétique de leur bureau, parce que c'est souvent de l'haussmannien ou des grands pavillons, si on parle en province, mais plutôt de réduire leur consommation énergétique, et donc dès lors qu'ils changent un certain nombre qui font des travaux, qui changent leurs fenêtres ou quoi, ils ont des prêts à taux zéro. Ça, c'est une première clientèle. On a une casquette d'investisseurs aussi sur ces fonds, sur cette section générale. Et là, pour le coup, tous nos champs d'intervention en matière d'investissement sont guidés par des critères ESG et le respect, notamment maintenant des critères de taxonomie. D'ailleurs, on intervient sur tout ce qui concerne la mobilité douce et durable, sur des réseaux de chaleur alternatifs, photovoltaïques, géothermie, réseaux de chaleur urbain. Enfin voilà, c'est vraiment des critères extrêmement précis qui guident toutes nos actions, et en fait on se les applique depuis longtemps. Avant l'ART 2012, c'est ce qu'on visait, après on s'est mis à viser la RE 2020, et puis maintenant on commence à viser plutôt la RE 25 ou 28. Voilà, donc on essaie d'être tout le temps assez ambitieux. Absolument, absolument. On essaie d'être moteur autant qu'on peut. Et puis pour terminer, il y a le gros de ce pourquoi on est vraiment connu, c'est le deuxième bilan sur lequel on travaille, qui est celui des fonds d'épargne. Les fonds d'épargne, c'est quoi? C'est l'épargne populaire des Français, c'est-à-dire ce sont nos livrets A. Et ça, c'est une ressource qui est détenue par le Trésor, que l'on gère dans le cadre d'une convention de gestion, et qui bénéficie essentiellement alors aux collectivités locales, mais essentiellement aux acteurs du logement social. Et c'est quand même le cœur du réacteur de notre activité. Et ça tombe bien parce que sur l'actif logement, j'ai envie de dire, le législateur a créé il y a déjà plusieurs années un truc qui s'appelle le DPE, et qui a permis à tout un chacun de bien intégrer, pour l'actif logement en tout cas, ces notions de performance ou de consommation énergétique. Et donc on se veut très moteur là-dessus. Donc on n'est pas libre de faire tout à fait ce qu'on veut, puisqu'on gère pour le compte de l'État les fonds d'épargne. Reste que nous on fait des propositions et on peut agir, j'allais dire, sur notre marge. Et donc, ça fait longtemps qu'on a lancé des éco-prêts, notamment. Là, on va en lancer un qui sera bonifié par l'ADEME dès l'année prochaine, dès lors que le bailleur change le vecteur énergétique de son parc. Voilà, on va lancer un PLUS bonifié aussi, donc on va réduire notre marge qui est déjà négative, on va rendre encore plus d'argent dès lors que l'organisme de logement social va construire des logements donc en PLUS, c'est-à-dire les plus sociaux du parc HLM, en visant du RE25 ou du RE28. Voilà. D'accord, donc c'est combiner vraiment le S et le E, Absolument. une ambition S et E finalement assez forte. Tout à fait. Okay. Et on est autant moteur qu'on le peut, on fait un maximum de propositions pour accompagner. Et quand on n'est pas capable de le faire, on lance notamment un truc qui va s'appeler Prioréno Logement Social, qui va permettre de mapper actif par actif, logement par logement, auprès de tous les bailleurs. On leur met ça à disposition gratuitement, ils vont pouvoir voir la consommation énergétique en temps réel de chacun de leur logement. Donc ça va leur permettre d'accentuer, d'accélérer leurs travaux et leurs programmes de rénovation, là où c'est le plus urgent. Ok, super. Justement, vous mentionnez la taxonomie européenne, et on voit que le réglementaire, il accentue ce mouvement de prise en compte finalement des éléments ESG dans le financement des bâtiments. Après, une difficulté, c'est d'embarquer les parties prenantes. Et d'ailleurs, c'est un des défis du décret tertiaire en France, je crois qu'on peut le dire. Justement, Audrey, comme Mercialis, tu l'as dit, est sur une typologie d'actifs assez particulière. Est-ce que tu peux nous expliciter en quoi ça complexifie un petit peu les choses pour embarquer toutes les personnes concernées? Oui, effectivement, c'est un bon exemple, le décret tertiaire, puisque sur un centre commercial, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a deux typologies qui sont assujetties. Il y a ce qu'on appelle les parties communes du centre commercial, donc les bureaux, le mail, les espaces de déambulation des visiteurs, et qui sont une typologie à part entière du décret tertiaire, qui sont une entité fonctionnelle assujettie. Et là, vous pouvez avoir un bailleur unique, mais vous pouvez avoir aussi une copropriété. Et là, il y a déjà embarqué tous les copropriétaires pour se mettre d'accord, donc comme sur les copropriétés de logement, pour mettre en œuvre les actions de performance énergétique, voter les travaux nécessaires. Donc c'est une concertation à un premier niveau. Et ensuite, vous avez un deuxième niveau, ce sont toutes les boutiques qui, du fait de leur présence dans le centre commercial, sont assujetties au décret tertiaire. Et là, vous avez la problématique première qui est le nombre. Un centre commercial, c'est une centaine de commerces en moyenne. Donc ça veut dire que le bailleur doit se concerter avec 100 preneurs et déjà pouvoir nouer ce dialogue.
Au-delà du nombre, on a ensuite les formats et les organisations qui sont différentes, puisqu'effectivement, vous pouvez vous en douter, une enseigne de PAP, donc de prêt-à-porter, en termes de profil de consommation, ça n'a rien à voir avec une enseigne qui fait de la boulangerie, par exemple. On a d'un côté un levier qui est somme toute assez modéré, puisqu'il y a des usages CVC et éclairage, donc s'ils ont fait du LED, c'est quand même assez modéré en termes d'usage, enfin de levier. Et de l'autre côté, on a des process, des meubles froids, donc pour le coup, on a des leviers certainement plus importants. Ça, c'est la typologie et la diversité du commerce qui est intéressante et qui, du coup, pose quand même cette question de comment agir ensemble. Et on a aussi les différentes organisations. Puisque un commerce, ça peut être un indépendant, ça peut être un franchisé, ça peut être un intégré. Ce qui veut dire que quand il est indépendant, généralement, il n'a pas forcément trop le temps de s'en occuper et il ne voit pas l'intérêt immédiat tout de suite. Donc ça veut dire qu'il faut l'embarquer d'une certaine manière. Peut-être en parlant plus économie, en lui expliquant le dispositif, parce qu'il n'est pas toujours au courant qu'il est assujetti. Vous avez ensuite des franchisés qui ont une liberté qui est modérée en fonction des organisations pour mettre en œuvre du coup ces actions. Et puis après, vous avez les enseignes nationales intégrées. Pour le coup, le magasin, effectivement, il est acteur, mais de la politique nationale. Donc là, pour le coup, c'est une action au niveau national aussi à engager. Du coup, c'est vraiment important d'embarquer toutes ces parties prenantes, mais ça nécessite beaucoup de concertation. Et c'est vrai que le premier point important, c'est pouvoir nouer ce dialogue et que les acteurs soient informés. Et pour ça, le point le plus important, c'est que les fédérations des différents secteurs d'activité et les organisations professionnelles informent leurs adhérents, ou alors que le bailleur se substitue si effectivement il n'y a pas cette information, pour que les commerces prennent conscience qu'ils sont aussi concernés et aussi acteurs de la performance énergétique de l'actif global, qui de toute façon, à la fin, sur l'attestation des critères tertiaires, évaluera l'ensemble du bâtiment, même s'il y a la part de l'entité fonctionnelle assujettie qui sera évaluée, il y aura aussi la visibilité globale de l'ensemble de l'actif. Et au final, pour un commerçant comme pour un bailleur, c'est ce qui sera regardé en externe. Merci Audrey, mais c'est vrai que quand on réfléchit finalement à ce seuil de 1000 m² qui semble de bon sens dans le décret tertiaire, on réalise assez vite qu'en réalité, tous les centres commerciaux, ou quasiment... Oui, parce que c'est une surface cumulée, donc c'est 1000 m² de surface tertiaire cumulée. Or, la plupart du temps, sur un centre commercial, rien que les parties communes, sauf les toutes petites galeries, font déjà 1000 m². Donc, même si vous êtes à moins de 1000 m², 500 m² sortie de caisse, vous cumulez tous les commerces indépendants et vous y êtes. Et beaucoup d'acteurs découvrent ou ont découvert les années précédentes qui étaient eux-mêmes assujettis, effectivement. Ouais, c'est ça. Ils sont embarqués malgré eux dans quelque chose d'assez lourd et chronophage et dont ils ne mesuraient pas les implications. Oui, effectivement, c'est vraiment des défis qui sont complexes quand il faut mettre tout ce beau monde autour de la table. Alors, une nouvelle question, cette fois-ci, je m'adresse à tous les deux. Peut-être on commence par vous, Yann. Comment engager une véritable bascule, rien que ça, pour accélérer la transition? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre, proposer, faire Alors c'est vrai que moi je vous ai beaucoup parlé de logement parce que c'est un peu notre cœur de métier, sauf que ça ne répond pas à tout. On vient de parler de décret tertiaire, donc on s'est beaucoup posé la question de comment on pouvait aussi accélérer le reste des enjeux bâtimentaires. Alors on travaille avec les collectivités locales, donc on avait déjà un prêt au secteur public, notamment pour tous les bâtiments visant à accueillir du public, donc plutôt les bâtiments administratifs, qu'on avait transformé en un prêt tout à fait concessif dès lors qu'il y avait des travaux de réhabilitation énergétique avec un gain de plus de 40%. On a étendu ce truc-là cette année à tous les sièges sociaux de bailleurs sociaux, donc c'est pas mal de mètres carrés. Voilà, on a lancé cet été un grand programme qui s'appelle IDURénov. Globalement, c'est un programme de 2 milliards d'euros. On va financer sur des maturités jusqu'à 60 ans à des prix là encore concessifs. Et on attend au moins 40% de gain énergétique. Et donc, on vise 10 000 projets. Et donc, c'est la réhabilitation, on parle d'IDURénov, mais de tous les bâtiments d'enseignement public, donc de l'école maternelle jusqu'à l'université. Donc, c'est très ambitieux. On essaye d'accompagner aussi nos élus en leur mettant des crédits d'ingénierie pour réfléchir à adapter à l'échelle de leur territoire des réseaux de géothermie ou autres, mais sur l'Île-de-France, la géothermie est quelque chose de très prometteur. On va rendre éligibles nos éco-prêts dès l'année prochaine à toutes les structures, à tous les murs des structures sanitaires et médico-sociales. Donc ici, on va essayer de massifier pas mal de choses. Et puis on réfléchit aussi sur un certain nombre de foncières dans lesquelles on est soit investisseur, soit demain on va mettre à disposition d'autres types de prêts sur fonds d'épargne, des foncières de revitalisation de quartiers, d'entrée de ville, etc.
Ok. Oui, c'est vrai que en fait, là, on mentionnait toutes les parties prenantes finalement de tailles tout à fait diverses des centres commerciaux. Et là, en filigrane, on se rend compte qu'effectivement, un certain nombre de collectivités aussi se retrouvent confrontées vraiment d'une façon très concrète et engagée à ces questions de transition. Et là encore, c'est tout un écosystème qu'il faut embarquer et amener sur ces sujets. Donc oui, effectivement, beaucoup de monde, en fait, tout le monde est concerné. Audrey? Alors moi je dirais quelques mots-clés. Le premier, donc, c'est financer. Donc effectivement, il faut qu'on trouve ensemble les solutions de financement. Ça sera peut-être des logiques de tiers investissement, des contrats sous différents formats. Donc, historiquement, il y avait le contrat de performance énergétique. C'est vrai qu'en général, ça s'applique plutôt à certaines typologies, voir si on ne pourrait pas mettre en place ce genre de contrat sur la rénovation ou sur du moyen long terme. Le deuxième, c'est simplifier, parce que je pense que tout le monde ici le sait, la réglementation ESG, RSE se densifie. On a parlé de taxinomie, on n'a pas parlé de CSRD, mais bon, tout le monde en a certainement entendu parler. On parle de décret tertiaire, on parle d'obligations photovoltaïques. Ça fait beaucoup en même temps, sur des complexités techniques très importantes, et beaucoup d'obligations de reporting associées aux sociétés, ce qui veut dire que pendant que les équipes, si elles existent dans les sociétés, s'occupent de ça, c'est moins de temps effectivement à passer sur l'opérationnel et donc la mise en œuvre de la décarbonation. Même si c'est utile aussi en termes de visibilité vis-à-vis de la communauté financière, que ça nous permettra d'aller plus loin, mais quand même. Donc simplifier effectivement, mettre en cohérence aussi, tu l'as dit tout à l'heure, la taxinomie c'est un objectif, en tout cas le top 15 il est exprimé en énergie primaire, mais en fait l'objectif final de tout ça c'est la décarbonation, et donc on le voyait même pour notre typologie, on avait tendance à avoir des actifs performants mais qui sont des actifs qui recourent massivement au gaz. Que tous les dispositifs réglementaires soient cohérents entre eux. Et puis le dernier volet, c'est, je pense, vu l'urgence que tu as souligné avec la nécessité de tripler nos efforts, capitaliser sur l'année dernière, vous l'avez dit, plan de sobriété énergétique, de la mobilisation générale de la société civile, de chacun. On a réussi à faire 12% d'économie d'énergie, ça veut dire qu'on en est capable. Baisser les températures de consigne, éteindre l'éclairage, ça a un vrai effet, et donc il faut vraiment capitaliser sur ce retour d'expérience pour l'inscrire dans la durée, et que ça permette chaque année de cranter des économies supplémentaires en attendant que les dispositifs se mettent en place sur les travaux, que les travaux se réalisent et qu'on pérennise en fait nos actions d'économie d'énergie. Oui, merci Audrey. C'est vrai que la sobriété c'est un levier essentiel et qui a été mis en œuvre à la fin de l'année dernière d'une façon assez spectaculaire finalement. Juste peut-être une mention par rapport au chiffre que je vous ai présenté, le 12% il est en année glissante, et donc nous n'en percevons pas encore tous les effets dans les chiffres 2022 que je vous ai présentés, mais ce sera intéressant de voir en 2023. Je pense que ça va probablement se voir beaucoup plus sur les données présentées. Une petite question bonus. En quoi justement ces travaux de l'OID, cette base de données et tous ces indicateurs que nous mettons à disposition peuvent être utiles finalement aux acteurs de la transition? Alors j'ai cherché comment répondre à cette question, j'ai rapidement trouvé, en fait c'est déjà une réalité, puisque sur un dossier assez important là qu'on a passé il y a quelques jours, semaines, dans le compte rendu j'ai une recommandation de l'équipe ESG justement sur l'ambition qu'elle souhaite que le client se donne sur son programme d'acquisition et notamment sur son analyse de cycle de vie de ses futures acquisitions. Et dans le PV de comité, elle relève qu'elle conseille aux clients d'utiliser l'outil BATADAPT, donc outil de l'OID, pour mener ces analyses de cycle de vie. Donc ça nous sert déjà. Merci. Ok, merci. Donc BATADAPT, pour ceux qui n'auraient pas, c'est un outil cartographique qui permet d'avoir un diagnostic du niveau de résilience des bâtiments. Et donc ça permet d'avoir aussi des recommandations à l'échelle patrimoine. Donc merci pour ce retour d'expérience finalement. Et de notre côté, on utilise effectivement le top 15, top 30 pour la taxinomie. Donc effectivement, l'OID est l'un des seuls à sortir ce type d'indicateur pour toutes les typologies, donc très utile. Donc BATADAPT ou RAR, donc Resilience for Real Estate pour la partie cartographie, on a quand même la chance d'avoir cet outil, faut le savoir, dans le secteur de l'immobilier, qui permet de cartographier ces risques climatiques. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est quand même assez exceptionnel de se dire qu'en une dizaine d'années, la science climatique a été mise à disposition des acteurs de manière pédagogique, où chacun peut se l'approprier, obtenir des résultats et prendre conscience des enjeux sur son bâtiment.
Et à ce titre-là, franchement, bravo pour votre travail, parce que je ne suis pas sûre que, enfin voilà, aucun secteur d'activité n'ait été si loin dans l'appropriation de ces sujets, de mise à disposition d'outils du secteur, et plus largement les décryptages effectivement et tous les groupes de travail que vous portez. Donc non, on les utilise très très régulièrement, on est très contents, et effectivement la profession immobilière a la chance de vous avoir. Merci Audrey. Peut-être je vous propose de passer à des questions, si vous voulez nous poser des questions. Je peux peut-être préciser à qui elles s'adressent. Oui, bonjour, Yann Lefebvre de la société Citoï. L'action sera pour vous deux, mais avec un angle différent, je vais en profiter. Puis, puisqu'on est en petit comité, peut-être que vous irez assez loin dans la transparence de votre ressenti. On parle beaucoup de l'énergie, ce qui est évidemment très bien. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire, et ainsi de suite. Les critères ESG, comme soulignent vos documents à l'OBD, c'est beaucoup plus que ça. En termes de. C'est plus d'une quarantaine en moyenne d'indicateurs par société. Je vais cru retenir. Oui, sur le label ISR ou ce genre oui, de... des choses comme ça. Ouais. Donc, hormis l'énergie, pour vous, dans chacune de vos activités, quel critère qui vous est le plus pertinent et facile à utiliser, notamment en termes de reporting ou en termes de justification à des tiers? Et à l'inverse, ou d'utilisation pour la validation et comprendre le business des entreprises ou des collectivités. Et dans l'autre sens, quel est celui qui a aujourd'hui vous paraîtrait avec avoir le plus de potentiel, mais un peu obscur, parce que difficile à définir ou à quantifier, et qui révélerait des intérêts forts pour la suite? Parce qu'encore une fois, l'énergie n'est qu'un des grands enjeux, mais pas du tout seul. Merci. Vaste question. Je vais me permettre de commencer du coup. Plus que l'énergie, je dirais que c'est le carbone qui est important, puisqu'effectivement on l'a vu, on est en pleine, à la fin de la COP28, donc l'enjeu c'est la décarbonisation de l'économie, donc ça on y est. Alors, un des leviers effectivement c'est l'énergie, mais pas que, et c'est ça qui est intéressant aussi dans le carbone en fait, c'est que ça permet d'embarquer d'autres thématiques comme l'eau, les déchets. Donc pour moi, effectivement, l'indicateur phare, entre guillemets, c'est le carbone. C'est aussi un indicateur, entre guillemets, transversal, tout secteur d'activité. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, il est utilisé par les banques, mais aussi par le législateur sur tout un tas de dispositifs. Donc vraiment, pour moi, l'indicateur phare, c'est le carbone. Et à l'inverse, effectivement, peut-être plutôt... il y a le carbone, après, effectivement, on parle d'ESG, donc il n'y a pas que l'environnement, il y a aussi tout ce qui est sociétal. Donc sur les centres commerciaux, effectivement, il y a tout ce qu'on appelle, nous, la contribution socio-économique du centre commercial, qu'on ne valorise pas forcément de prime abord en pensant commerce, mais qui est très importante. Un centre commercial, en fait, c'est un pourvoyeur d'emploi local. C'est aussi un type d'immobilier qui fait travailler tout un écosystème, qui apporte aussi du soutien aux associations, etc. Et tout cet aspect-là n'est pas forcément toujours connu. Et pour le moment, effectivement, pas toujours suffisamment valorisé, parce qu'on concentre nos efforts sur le E, et c'est très important, mais je pense que dans un temps 2 aussi, il faudra aller sur cet enjeu-là. Voilà, donc ça c'est pour la première partie de la question. Et la deuxième partie, sur toujours la partie E, l'OID a des travaux dessus, donc je doute que ça dure longtemps. Mais le sujet de la biodiversité est un sujet complexe à appréhender, parce que effectivement une affaire de spécialistes, comme le carbone, mais encore plus, et donc du coup donner des métriques sans avoir le recours forcément à des ingénieurs écologues qui viennent faire un audit poussé sur votre site, c'est important pour que tout le monde effectivement s'approprie la thématique et que ce soit comparable entre les acteurs. Je sais que vous avez des travaux sur ce sujet, effectivement, que RAR l'intègre via un volet biodiversité. Et pour le coup, je pense que c'est le prochain enjeu à traiter, et ça va permettre effectivement d'accélérer la prise en compte de ces sujets, puisqu'on le sait, de toute façon, climat et biodiversité sont intrinsèquement liés, et il est nécessaire de traiter ces deux défis planétaires. Merci Audrey. Oui, alors on va croire qu'on a répété. Malheureusement, on regarde tout. Je vous renvoie au début de mon propos de dire que c'est nous la cohésion des territoires et la transition écologique. Du coup, chaque projet est aussi vu sous cet aspect sociétal en termes d'impact pour les populations qui vivent, d'apport culturel, d'apport d'emploi, de mieux vivre, etc. On travaille beaucoup sur les sujets de renaturation. Voilà, et le critère qu'on regarde beaucoup, c'est les émissions de gaz à effet de serre actuellement, et donc la décarbonation. Juste pour terminer très rapidement, j'étais hier à un séminaire managérial et j'ai découvert, très bonne surprise,
que tout notre programme d'évolution SI dès l'année prochaine, donc d'enrichissement de nos outils de pilotage de gestion, quasiment chaque brique qui va être livrée l'année prochaine intègre le sujet taxonomique de façon systématique. C'est-à-dire que ce qu'on regardait aujourd'hui avec des équipes dédiées, peut-être pour les projets les plus importants en termes de montant, demain vont être descendus à une échelle tout à fait standardisée. Et donc ce spectre taxonomique va être intégré, même j'allais dire pour un projet d'un montant très standard ou tout venant de 500 000 ou 1 million d'euros. Donc voilà, le moindre logement demain ou la moindre opération bâtimentaire qu'on va regarder intégrera de façon standardisée ces éléments. Merci Yann. Peut-être d'autres questions s'il y en a. Il y a un micro qui... Alice Chumet de la Société Géosophie. J'avais une question pour Yann concernant les financements. Donc là, vous avez parlé de certaines personnes qui pouvaient être éligibles à ce financement, enfin les logements sociaux, enfin, vous en avez cité un certain nombre, les établissements scolaires. Je sais que la région Île-de-France lance un programme de financement qui s'adresse aussi au privé. Est-ce que c'est, enfin, notamment pour les énergies renouvelables, est-ce que c'est quelque chose que vous regardez aussi Alors, encore une fois, on regarde de tout et on ne s'interdit rien, si ce n'est que dans notre champ d'intervention sur les fonds d'épargne, donc c'est quelque chose qu'on gère pour le compte du Trésor, et donc là, les clientèles qui sont rendues éligibles à cette ressource qui permet de prêter sur des maturités extrêmement longues à des conditions concessives, là, on n'est pas complètement libre de rendre éligible tout le tissu économique que l'on souhaiterait. Pour ça, du coup, on essaye parfois de contourner sur notre fameuse section générale, donc ça, ce sont nos fonds propres sur lesquels on est un peu libre de faire ce que l'on souhaite. Comment dire, il y a quelque chose à laquelle on est tout le temps très vigilant, c'est qu'on n'a pas vocation à venir concurrencer ce qui est déjà servi, j'allais dire, par le monde bancaire traditionnel. On est un établissement à part qui prenons le relais justement quand il y a une carence de la place sur tel ou tel sujet ou besoin de financement. Mais voilà, on n'a pas vocation à les concurrencer, ce qui fait que des fois, c'est un peu l'effet pervers de ce positionnement sur lequel notre tutelle est très attentive. C'est que parfois, on ne peut pas mettre des moyens qui pourraient être un peu plus importants parce que les banques du domaine traditionnel le couvrent déjà et que c'est peut-être pas suffisant, mais on a ce sujet parfois de frottement sur les acteurs purs privés. Merci. N'hésitez pas, hein. Je pense qu'on peut encore en prendre deux et puis après on vous libère. Il y a un micro disponible. Non, pas de questions. On vous a trop assommé d'informations. Alors peut-être juste un point pour préciser que nous vous convions ce matin sur une thématique très énergétique et très carbone à l'OID, mais effectivement la conviction de l'association c'est justement que toutes ces thématiques elles sont intrinsèquement liées. Le texte taxonomique dans son principe il est très intéressant pour ça justement parce qu'il adopte une vue un petit peu d'ensemble en nommant 6 enjeux et en indiquant que quelque part il faut vraiment les appréhender comme un tout. Et c'est aussi ce que nous pensons à l'OID et c'est pour ça qu'effectivement nous avons des travaux très complémentaires. On avait une année par exemple sur le baromètre énergie, on avait croisé avec les données de résilience pour essayer de voir un petit peu comment se comportaient les bâtiments. C'est des choses qu'on pourrait imaginer aussi avec certaines remontées de données sur les bâtiments concernant la biodiversité, des espaces de pleine terre, les différentes strates végétales, etc. présentes sur les bâtiments. Et ce serait intéressant justement de pouvoir quelque part amplifier ce dialogue entre les différentes thématiques ESG au sens large et en tout cas qu'on maîtrise et qu'on travaille dans les différentes équipes de l'OID. Voilà, donc c'était pour vous dire, ce matin ça a été purement énergétique, mais effectivement à l'OID on fait beaucoup plus que ça et on croit à beaucoup plus que ça sur la transition. Donc il me reste à remercier du coup Yann Lelosque et Audrey Sarvadio pour m'avoir accompagné ce matin lors de cette table ronde et vous remercier tous d'avoir été présents aussi pour cette présentation succincte des résultats 2023. C'était succinct, c'était voulu. N'hésitez pas à consulter les documents qui sont vraiment à libre disposition. Vous avez les QR codes qui ont été disposés et je vous souhaite une bonne fin de CIMI à toutes et tous.